15 mars 1972, 3h42 du matin. Le port de Marseille était enveloppé de brouillard lorsque Jacques Mezrine sortit des ombres, portant une mallette en cuir. À l'intérieur, 2,3 millions de francs en héroïne pure. De l'héroïne qui ne lui appartenait pas. De l'héroïne qui appartenait aux Corses les plus dangereux d'Europe. Et en exactement 7 jours, cette mallette allait transformer Mezrine en l'homme le plus recherché de France et plonger le gouvernement français dans une panique totale. Mais pour comprendre ce qui s'est passé durant ces 7 jours, il faut comprendre qui était Jacques Mezrine en 1972. Il n'était pas simplement un criminel de plus. À 35 ans, Mezrine avait déjà échappé à 2 prisons de haute sécurité, braqué 40 banques dans 3 pays différents et survécu à 6 tentatives d'assassinat. La presse française l'appelait « l'ennemi public numéro 1 ». Mezrine se qualifiait lui-même de « Robin des Bois moderne ». La police le considérait comme impossible à capturer. Mars 1972 fut le moment où Mezrine commit l'erreur qui faillit le tuer, ou le coup de génie qui le rendit immortel. Selon qui raconte l'histoire. Tout commença 3 semaines plus tôt dans un café de Pigalle, à Paris. Mezrine prenait un café quand un homme s'assit en face de lui sans y être invité. Antoine Guérini, l'un des 5 frères qui contrôlaient la French Connection, la route d'héroïne la plus lucrative du monde, qui faisait transiter des tonnes d'opium turc, transformé en héroïne pure dans les laboratoires secrets de Marseille, vers les rues de New York. « Jacques, » dit Guérini en allumant une cigarette, « j'ai une proposition. » Mezrine ne leva même pas les yeux de son journal. « Je ne travaille pas avec la drogue. »« Pas même par curiosité ?» Guérini fit glisser une photographie sur la table. Un entrepôt dans le port de Marseille. À l'intérieur, 50 kilos d'héroïne pure. Valeur de rue, 15 millions de francs. Ta part, 2 millions. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre la mallette dans l'entrepôt à 4 heures du matin le 15 mars et la livrer à une adresse à Paris. 6 heures de boulot. L'argent le plus facile de ta vie. Mezrine étudia la photo. Pourquoi moi ? Parce que tu es le seul homme en France que la police recherche plus que nous. Si quelque chose tourne mal, ils te poursuivront, pas nous. Mezrine sourit. Tu viens de me donner 3 raisons de dire non. Guérini se pencha en avant. Et si je t'en donnais une pour dire oui ? Ton ami, François Besse, doit 400 000 francs à des gens très dangereux. Dette de jeu. S'il ne paie pas dans 2 semaines, on le retrouvera dans la Seine avec les mains coupées. Fais ce boulot, et la dette disparaît. Mezrine aurait dû dire non, il aurait dû voir le piège. Mais François était le seul homme resté à ses côtés quand tous les autres l'avaient abandonné. François l'avait caché quand la police avait encerclé son appartement. François avait pris une balle pour le protéger à Lyon. Mezrine ne pouvait pas le laisser mourir. « D'accord, » dit Mezrine, « mais je le fais à ma façon, sans tes hommes, sans tes routes, sans tes règles. Je prends la mallette et je la livre où vous voulez. Après, on ne se revoit jamais. » Guérini sourit. « Comme tu veux, Jacques. Comme tu veux. » Ce que Guérini ne dit pas, ce que personne ne dit à Mezrine, c'est que cette mallette était un appât. La police française avait infiltré un informateur dans l'organisation corse 3 mois plus tôt. Un chimiste nommé André Condemine, qui travaillait dans les laboratoires d'héroïne. Condemine avait fourni aux policiers des dates, des itinéraires, des quantités. Et la police avait transmis cette information à la BNDD américaine, le prédécesseur de la DEA. Le plan était simple, laisser la livraison se faire, suivre le livreur jusqu'à Paris et démanteler tout le réseau d'un coup. Mais personne ne s'attendait à ce que le livreur soit Jacques Mezrine. Quand l'inspecteur Maurice Leclerc, chef de la brigade des stupéfiants, apprit que Mezrine était impliqué, il faillit annuler l'opération. Mezrine était imprévisible, paranoïaque, violent. Suivre Mezrine, c'était comme essayer de suivre un fantôme armé qui n'avait rien à perdre. 15 mars, 3h42. Mezrine arriva à l'entrepôt 18 minutes avant l'heure convenue. Déjà une manœuvre stratégique. Il se gara 3 rues plus loin, pas à l'endroit indiqué. Il entra par la porte latérale, pas par l'entrée principale. Et avant de prendre la mallette, il passa 15 minutes à observer, à écouter, à sentir. Mezrine avait survécu si longtemps parce qu'il faisait confiance à ses instincts. Et ses instincts hurlaient que quelque chose n'allait pas. L'entrepôt était trop silencieux. Les ombres étaient mal placées. Il y avait une voiture garée au coin de la rue. Moteur éteint mais encore chaude. Mezrine connaissait les signes. Il y avait 50 agents dans un rayon de 500 mètres. Il prit la mallette, mais au lieu de sortir par le chemin prévu, Mezrine fit ce que personne n'attendait. Il ouvrit la mallette. À l'intérieur, parfaitement emballé, 23 paquets d'héroïne pure, chacun marqué d'un petit symbole bleu, la marque déposée des laboratoires de Marseille. Et c'est là que Mezrine prit la décision qui allait tout changer. Au lieu de livrer la mallette, il la vola,
Mesrine ne partit pas pour Paris. Il disparut. À 6 heures du matin, quand Guérini réalisa que la livraison n'avait pas eu lieu, il appela l'entrepôt. Vide. Il appela les contacts à Paris. Rien. Mesrine avait disparu avec 2,3 millions de francs d'héroïne de la mafia corse. Et avec toute l'opération policière minutieusement planifiée. Jour 1. La panique commença simultanément en 3 endroits. Au quartier général de la police à Paris, l'inspecteur Leclerc était furieux. 6 mois de travail d'infiltration, détruits. La BNDD américaine menaçait de couper toute coopération avec la France. Le ministre de l'Intérieur exigeait des têtes. Dans les bureaux de la mafia corse à Marseille, Antoine Guérini avait une conversation très différente avec ses frères. Mesrine a volé notre héroïne. 2,3 millions de francs. Si ça arrive aux Américains, s'ils savent qu'on a perdu un chargement, on perd notre réputation. On perd tout. Il faut récupérer ça. Et il faut tuer Mesrine. Et dans un appartement secret à Montmartre, Mesrine comptait les paquets d'héroïne et souriait. Il venait de réaliser quelque chose. Les Corses ne pouvaient pas aller voir la police. La police ne pouvait pas admettre qu'elle avait perdu Mesrine. Et lui, Jacques Mesrine, avait entre les mains la marchandise la plus précieuse du milieu français. Jour 2. Mesrine passa 4 coups de fil. Le premier à François Besse. Sa dette a été effacée ? Oui, répondit François, confus. Comment tu savais ? Parce que j'ai volé l'héroïne que je devais livrer. Et maintenant, je vais m'en servir pour détruire ceux qui ont essayé de m'utiliser. Le deuxième appel fut pour un journaliste nommé Jean-Pierre Pochon. Mesrine avait une règle. Toujours contrôler le récit. Toujours être le héros de sa propre histoire. Pochon, dit Mesrine, j'ai une histoire pour toi. Le gouvernement français travaille avec des trafiquants de drogue. J'ai des preuves. Le troisième appel fut pour un passeur nommé Michel. Mesrine et Michel avaient sans doute déjà fait des affaires. Armes, faux papiers, routes d'évasion. Michel avait des connexions avec des groupes révolutionnaires, avec la Cosa Nostra italienne, avec tous ceux qui haïssaient la mafia corse. J'ai 23 kilos d'héroïne, dit Mesrine. Je veux les vendre, pas pour l'argent. Je veux causer le plus de dégâts possible aux Corses. Michel rit. Tu as volé les Guérini ? Tu es fou ou génial ? Je peux être les deux. Donne-moi 48 heures. Le quatrième appel, Mesrine le passa à Antoine Guérini. Et cet appel fut le plus dangereux. Jacques, la voix de Guérini était froide comme la glace. Tu as commis une grave erreur. Non, Antoine. C'est toi qui l'as commise. Tu m'as utilisé comme appât pour la police sans me prévenir. Tu pensais que je ne m'en rendrais pas compte ? Que je ne sentirais pas 50 flics m'observer ? Il y eut un long silence. Combien tu veux ? Je veux que la dette de François disparaisse pour toujours. Documenté. C'est déjà fait. Alors je veux que tu me dises qui était l'informateur qui a livré cette opération à la police. Pourquoi je te le dirai ? Parce que si tu ne le dis pas, je vais vendre ton héroïne à tes pires ennemis. Je vais donner des interviews à tous les journaux pour raconter comment les puissants frères Guérini se sont fait voler par un seul homme. Et je vais envoyer un paquet de cette héroïne à la BNDD américaine, avec ton adresse dessus. Guérini respira profondément. Le nom de l'informateur est André Condemine, chimiste, laboratoire 7 à Aubagne. Merci Antoine. Et l'héroïne ? Je vais réfléchir à ce que j'en fais. Tu as 24 heures, Mesrine. Après ça, je te traquerai jusqu'aux confins de la terre. Jour 3. Mesrine fit quelque chose que personne n'attendait. Il se rendit au laboratoire où travaillait André Condemine. Pas pour le tuer. Pour lui proposer un marché. Condemine était terrifié quand Mesrine apparut à sa porte. « S'il vous plaît, ne me tuez pas. J'ai une famille. » Mesrine s'assit calmement. « Je ne suis pas venu pour te tuer. Je suis venu t'offrir un choix. Tu peux continuer à être informateur de la police, gagner des miettes, vivre dans la peur d'être découvert par les Corses. Ou tu peux travailler pour moi. Pour toi ? Faire quoi ? » Mesrine ouvrit la mallette. « Ta dernière livraison avant de disparaître. Tu vas prendre ces 23 kilos d'héroïne et les transformer en quelque chose d'inutilisable, du poison pur qui tue celui qui l'utilise. Et ensuite, on rend ça aux Corses comme si de rien n'était. » Condemine regarda, horrifié. Ça va tuer des dizaines de personnes, des centaines. Les gens qui achètent aux Corses vont mourir. Exactement. Et quand la police enquêtera, toutes les pistes mèneront aux Guérini. Ils seront tenus responsables. Leur organisation s'effondrera. Et toi, tu disparaîtras avec assez d'argent pour recommencer dans un autre pays. Combien ? 500 000 francs. La moitié maintenant, l'autre moitié quand ce sera fini. Condemine aurait dû refuser. Il aurait dû courir à la police. Mais la peur des Corses, la séduction de l'argent, et peut-être la folie de Mesrine étaient bel et contagieuse. D'accord. Mais si ça tourne mal, on est mort. Mesrine sourit. Mon ami, on est déjà mort. La question est, combien de gens on emmène avec nous ? Jour 4.
Pendant que Condamine travaillait dans les laboratoires secrets à altérer l'héroïne, Mesrine exécutait la partie la plus dangereuse du plan. Il devait faire croire à la police qu'il avait encore l'héroïne originale, qu'il prévoyait toujours de la vendre. Mesrine organisa une fausse rencontre avec des acheteurs italiens dans un restaurant à Lyon. Il fit fuiter l'information à un policier corrompu qui savait qu'il rapporterait à Leclerc. Et quand 50 policiers encerclèrent le restaurant la nuit convenue, Mesrine n'était pas là. Mais il y avait un message enregistré sur un magnétophone, laissé sur la table réservée. « Inspecteur Leclerc, j'imagine que vous écoutez ceci. Je veux que vous sachiez que j'ai toujours été 3 pas en avant. L'héroïne que vous cherchez ne sera jamais trouvée. Et les hommes qui ont essayé de m'utiliser vont payer. Cordialement, Jacques Mesrine. PS. Vérifiez le laboratoire 7 à Aubagne dans 3 jours. Vous trouverez quelque chose d'intéressant. » Leclerc faillit faire une crise de nerfs. Mesrine jouait avec eux. Il les provoquait. Et le pire, c'est qu'il semblait en savoir plus sur l'opération que la police elle-même. Comment connaissait-il Condamine? Comment connaissait-il le laboratoire? Leclerc doubla les efforts pour capturer Mesrine. Mais Mesrine était un fantôme. Jour 5. Condamine termina le travail. L'héroïne était empoisonnée à la strychnine et au fentanyl en dose mortelle. Quiconque l'utiliserait mourrait en quelques minutes. Mesrine prit la mallette et fit son coup final. Il contacta un intermédiaire des Guérini et proposa de rendre l'héroïne, sans paiement, sans condition, juste une demande d'excuse pour avoir réagi de façon excessive. Antoine Guérini se méfia immédiatement. Mesrine n'était pas du genre à s'excuser. Mais la pression des Américains, la pression de ses frères, la pression de perdre des millions, tout cela le fit accepter. L'échange fut fixé au lendemain dans le même entrepôt où tout avait commencé. Jour 6. Mesrine livra la mallette en personne. Antoine Guérini était là avec 12 hommes armés. Mesrine était seul. « Intelligent de ta part de rendre ça, » dit Guérini. « Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la survie. Je ne veux pas de guerre avec toi. » Guérini prit la mallette, vérifia les paquets. Tout y est, toutes les marques correctes. « On est quitte alors ?»« Oui. »« Mais Mesrine, si tu croises à nouveau mon chemin un jour, il n'y aura pas de discussion. Juste des balles. » Compris. Mesrine sortit de l'entrepôt et disparut dans la nuit. Et Antoine Guérini, soulagé, envoya l'héroïne à New York dans le prochain chargement. Jour 7. L'enfer commença à New York. 17 personnes moururent en 6 heures. Toutes des toxicomanes qui avaient acheté de l'héroïne de la French Connection. Les morts furent horribles. Convulsions, hémorragies, agonie. La police de New York paniqua. La BNDD remonta à l'origine. Marseille. Laboratoire contrôlé par les frères Guérini. En 24 heures, l'opération internationale que la police française avait planifiée pendant des mois se produisit enfin. Mais pas comme prévu. La BNDD, le FBI, Interpol, tous débarquèrent à Marseille simultanément. Les laboratoires furent envahis. Les frères Guérini furent arrêtés. Documents, argent, routes, tout fut saisi. La French Connection, la route qui avait fait transiter des milliards en héroïne pendant des décennies, s'effondra en une semaine. Et tout ça à cause d'un seul homme, Jacques Mesrine. Le gouvernement français paniqua parce qu'il réalisa qu'un seul criminel avait fait ce qu'il n'avait pas réussi à faire en des années, démanteler la plus grande organisation de trafic d'Europe. Mais ils réalisèrent aussi que Mesrine avait utilisé des méthodes qu'ils ne pourraient jamais admettre publiquement. Empoisonner des drogues? Causer des morts en masse? Comment expliquer ça? L'inspecteur Leclerc comprit enfin toute la manœuvre quand il lut le rapport de Condamine, qui s'était livré à la police par peur d'être tué par les Corses. Mesrine n'avait pas volé l'héroïne pour l'argent. Il l'avait volée pour détruire l'organisation qui avait essayé de l'utiliser. Et ça avait fonctionné parfaitement. Mesrine ne fut jamais arrêté pour ce crime. Techniquement, il n'avait commis aucun délit. Voler de l'héroïne à des trafiquants n'est pas un crime qui peut être poursuivi. Et les 17 morts à New York, officiellement attribués aux Guérini et à leur production négligente. 3 semaines plus tard, le journaliste Jean-Pierre Pochon publia une interview exclusive avec Jacques Mesrine. Dedans, Mesrine déclara « Le gouvernement français travaille avec des criminels quand ça l'arrange. La police protège les trafiquants quand ils servent ses intérêts. J'ai simplement montré l'hypocrisie du système et j'ai utilisé leurs propres armes contre eux. » L'interview provoqua un scandale national. Des manifestations, des enquêtes parlementaires. Le ministre de l'Intérieur fut forcé de démissionner. Et Mesrine, il devint encore plus célèbre, plus recherché et plus impossible à capturer que jamais. Il vivrait encore 7 ans après ces 7 jours, braquerait 30 banques de plus, s'évaderait de 2 prisons supplémentaires
et serait finalement tué en 1979 dans une embuscade policière à la porte de Clignancourt. Mais ces 7 jours de mars 1972 furent ceux où Jacques Mézerine prouva quelque chose qui terrifiait le gouvernement français. Un homme intelligent, sans peur et sans rien à perdre, pouvait faire tomber des empires. Et l'arme la plus dangereuse n'était pas un pistolet, c'était savoir jouer au jeu mieux que ceux qui en avaient y fait les règles.